On se retrouve aujourd'hui pour parler du syndrome de Gougerot-Gorgen. Nous allons voir ensemble, déjà ce que c'est, quels sont ces symptômes, les signes que l'on peut repérer, mais aussi de quelle manière elle se met en place dans l'organisme et surtout les solutions mode de vie que l'on peut y apporter. Enfin, on terminera par les micronutriments indispensables à la régulation immunitaire. Le syndrome de Gougerot est une maladie auto-immune non spécifique d'organes. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'attaquer à un organe en particulier, comme pourrait par exemple le faire une thyroïdite de Hashimoto, qui va s'attaquer uniquement à un organe, ou alors un diabète de type 1, qui va s'attaquer au pancréas. Dans ce cas, on parle de maladies auto-immunes systémiques. Elles peuvent atteindre tout l'organisme. Dans cette pathologie, notre système immunitaire qui ne sait plus reconnaître qui est un ami et qui est un ennemi, mais ça on va y revenir plus en détail, se met à attaquer nos glandes salivaires et lacrymales. Mais aussi, et ça a son importance, à toutes les glandes sécrétrices de notre organisme que l'on appelle les glandes exocrines. Au-delà de la bouche et des yeux, on retrouve ces glandes sur la peau, dans l'intestin, dans l'estomac et dans le vagin. Cette maladie crée en fait une inflammation de nos cellules épithéliales, c'est-à-dire des cellules qui se trouvent en surface de la peau, mais aussi en surface de l'intestin, de l'estomac. En bref, le syndrome de Gougerot s'attaque à notre fonction barrière. À cause de ça, il est plus difficile de se protéger de ce qui vient de l'extérieur. Ce syndrome touche environ un adulte sur 10 000 et la plupart des patients sont des patientes puisqu'il touche 10 fois plus les femmes et c'est de toute manière et généralement le cas dans les maladies auto-immunes. Elle touche beaucoup plus les femmes, hormis le diabète de type 1 qui pour le coup est une pathologie très masculine. La maladie de Gougerot peut être primaire, c'est-à-dire qu'elle existe seule dans notre organisme, ou secondaire, c'est-à-dire déclenchée par une autre pathologie auto-immune sous-jacente. Les associations les plus fréquentes, cela va être avec la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et surtout la maladie de Hashimoto qui est une thyroïdite, donc une maladie auto-immune de la thyroïde. Chez les patients atteints de Gougerot, il y a 7 fois plus de chances que dans la population générale, d'avoir une maladie de Hashimoto. Déjà, il faut savoir que les premiers symptômes vont se déclarer généralement donc chez les femmes entre 40 et 50 ans. Le plus spécifique et le plus connu, c'est une sécheresse des muqueuses, puisque les glandes sont attaquées. Donc la bouche peut être sèche, pâteuse, ce qui peut provoquer des difficultés de déglutition ou d'élocution. Les yeux aussi peuvent être secs avec moins de larmes, une sensation d'avoir du sable dans l'œil, ou encore ils peuvent brûler, être gênés par la lumière. Mais on va aussi retrouver des symptômes que l'on appelle extraglandulaires, c'est-à-dire qui n'ont pas de rapport avec les glandes qui ont été attaquées. Parmi eux, le plus fréquent, ce sont les douleurs articulaires, qu'on appelle arthralgie, très représentée dans ce syndrome. Mais aussi une fatigue chronique très importante. Le syndrome de Raynaud est lui aussi très souvent associé. Ça, c'est un trouble de la circulation sanguine qui touche principalement le bout des doigts, qui peuvent devenir blancs puis bleus, particulièrement lorsqu'il fait froid. Et enfin, les troubles digestifs qui concernent 3/4 des malades atteints du syndrome de Gougerot. D'ailleurs, selon une étude récente, 75% d'entre eux souffriraient d'hyperperméabilité intestinale. C'est-à-dire qu'au lieu d'être étanche, notre barrière intestinale est devenue poreuse, est devenue une passoire, laissant passer beaucoup d'intrus. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les maladies auto-immunes ont la même origine, ou plutôt les mêmes origines, puisque leur déclenchement est multifactoriel. Notre trio gagnant de déclencheurs, c'est l'épigénétique, le microbiote et la perméabilité intestinale. L'épigénétique, c'est un mot un peu compliqué, mais c'est quoi exactement? Eh bien, nous sommes tous porteurs de gènes transmis par nos aïeux. Beaucoup de gens sont d'ailleurs porteurs de gènes de maladies auto-immunes, la plupart d'ailleurs, mais pourquoi certains d'entre eux vont les exprimer alors que d'autres non? Qu'est-ce qui fait que chez vous, le gène de cette maladie s'est allumé? Eh bien, on sait que certains facteurs de notre mode de vie peuvent faire s'exprimer les gènes ou non. Parmi ces facteurs, on va trouver la nutrition, évidemment, on va y revenir, le stress chronique ou le stress
post-traumatique parce qu'un gros choc émotionnel peut aussi être un facteur déclenchant. La sédentarité, c'est-à-dire le fait de ne pas assez bouger au quotidien, le tabagisme, même passif, les polluants environnementaux, l'exposition à certaines bactéries ou virus et certains médicaments. Pour ceux que ça intéresse, voici comment ça se passe un peu plus techniquement. Vous voyez ici en haut à droite, la petite forme orange représente tous les facteurs génétiques que nous venons d'énoncer. Eh bien, chacun d'entre eux, ou tous ensemble, ont le pouvoir de dérouler nos brins d'ADN, ce qui permet finalement au gène qui est à l'intérieur de s'exprimer, d'être allumé. Les deux autres facteurs déclenchants des maladies auto-immunes que sont le microbiote et la perméabilité intestinale vont de pair. C'est eux qui vont pouvoir faire flamber l'auto-immunité, qui vont faire que tout le système s'emballe. Pourquoi? Parce que tous les deux sont responsables de la filtration des intrus. Vous voyez ici que le microbiote intestinal, qui est tout en haut, va présélectionner et qu'il peut d'ailleurs détruire certains des nuisibles. Mais il va aussi en sélectionner certains qu'il va présenter ici à droite au videur et c'est ceux qui doivent être détruits par le système immunitaire. Dans ce cas, ces nuisibles vont traverser notre barrière intestinale et être détruits de l'autre côté où se trouve d'ailleurs 75% de notre système immunitaire. Et ça, c'est déjà incroyable. Les 3/4 de notre système immunitaire se trouvent juste derrière notre barrière intestinale. Ce qui les sépare, c'est une fine couche de cellules, très fragile. Ce que je viens de vous montrer et de décrire, c'est évidemment quand tout va bien, parce que ce joli mécanisme peut se déstabiliser. Si le microbiote n'est plus équilibré, on appelle ça une dysbiose, c'est-à-dire que les familles de bactéries qui l'habitent ne sont plus les mêmes, certaines ont pris le dessus sur les autres, il ne pourra plus jouer son rôle de sélectionneur. Il va donc laisser la barrière intestinale se débrouiller toute seule face aux intrus qui viennent de l'extérieur. Elle va finir par s'altérer, devenir poreuse, notre fameuse passoire, ce qui va mécaniquement laisser passer tout le monde, un grand nombre d'intrus, comme des micro-organismes, des bactéries, des virus, mais aussi des particules alimentaires, c'est-à-dire de tout petits fragments venant de notre alimentation, des xénobiotiques, donc des polluants extérieurs, que peuvent être d'ailleurs les médicaments, mais aussi les pesticides, les herbicides, qui vont donc se retrouver dans notre système sanguin et se retrouver face à face avec notre système immunitaire, qui devant la masse à gérer va paniquer, il va se mettre pour se défendre à créer beaucoup d'inflammation puisque c'est notre système de défense à nous. Ça, c'est la phase d'inflammation chronique qui est préalable au déclenchement des maladies auto-immunes. Mais au bout de plusieurs années de cette guerre sans fin, il ne sait plus discerner qui est un ami et qui est un ennemi. Qu'est-ce qui est du soi ou qu'est-ce qui est du non-soi? Il tire sur tout ce qui bouge, dont nos propres cellules, et ça, c'est la maladie auto-immune. La mise en lumière de tous ces mécanismes est assez récente et elle offre beaucoup d'espoir car la plupart de ces processus sont réversibles. Pour renverser la vapeur, il faut s'attaquer évidemment aux différents facteurs que l'on vient de voir. Le stress qui est tout en haut de la liste, mais aussi le sommeil, la sédentarité, le sport, le tabagisme, les polluants, tout compte. Chaque petite marche montée va dans le sens de la réduction des symptômes. Si vous voulez plus d'infos sur comment faire, j'ai fait des contenus spécifiques sur la plupart de ces facteurs que vous retrouverez sur ma page YouTube. Et il faut aussi évidemment se pencher sur la nutrition parce qu'on sait que nos choix alimentaires ont une grande influence sur la qualité, sur la santé de notre microbiote, de notre barrière intestinale et par extension de notre auto-immunité. J'ai également fait 2 contenus sur la perméabilité intestinale qui sont assez exhaustifs où vous en apprendrez plus sur comment elle se met en place, mais aussi dans le second sur surtout comment on peut sortir de là, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir réparer notre barrière intestinale. Je vous mets les liens ici. Dans l'alimentation, certaines catégories d'aliments sont susceptibles de faire flamber l'auto-immunité, les symptômes d'auto-immunité. C'est le cas des aliments à gluten qui dégradent la barrière intestinale, mais c'est aussi le cas des produits laitiers qui, eux, vont provoquer une surréaction immunitaire.
C'est le cas également des légumineuses, des lentilles, des pois chiches, des haricots secs, parce qu'ils contiennent un grand nombre d'antinutriments, c'est-à-dire de petits poisons végétaux qu'utilise la plante pour se défendre contre les insectes notamment. On retrouve ces antinutriments aussi dans les oléagineux, les noix, les amandes, les graines en tout genre. Ou encore dans les solanacées dans lesquelles on retrouve l'aubergine, la tomate, le poivron, le piment. Là, certains d'entre vous pourraient me dire, mais Shirley, certains de ces aliments sont des bases du régime anti-inflammatoire. C'est vrai, c'est le cas pour les oléagineux, les légumineuses, mais même les tomates qui contiennent du lycopène. Tous ces aliments sont conseillés dans un régime anti-inflammatoire. Mais lorsque l'on en est à l'auto-immunité, on est sur la marche du dessus. Avoir déjà une nutrition anti-inflammatoire, c'est super. Et ça va dans le bon sens. Mais ça peut ne pas être suffisant. Et pour ceux d'entre vous pour qui ce n'est pas suffisant, ça vaut peut-être le coup d'aller un peu plus loin. Pareil, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo justement sur le sujet de la nutrition des maladies auto-immunes. Je mets le lien juste ici. Et la plupart des commentaires étaient un peu horrifiés de devoir se passer de tout ça. Donc, je rappelle, et peut-être que je ne l'avais pas assez dit à l'époque, que c'est très temporaire évidemment. Que cela sert à éteindre l'inflammation et à mettre au repos le système immunitaire. Cette période d'éviction alimentaire peut durer de 1 mois à 3 mois selon les individus. Ce temps-là permet le reset immunitaire et permet surtout de s'apercevoir de ce qui nous convient ou pas. Parce que parfois, on mange au quotidien des aliments qui ne conviennent pas à notre organisme. Ça m'est arrivé à moi aussi. À l'époque, je mangeais des œufs tous les jours au petit déjeuner et je me suis rendu compte que ça ne convenait pas du tout à mon système immunitaire. Ce protocole nutritionnel a d'ailleurs un nom outre-Manche, il s'appelle l'AIP, Auto-Immune Protocol. Il est beaucoup plus utilisé que chez nous et il a donné des résultats spectaculaires sur les maladies auto-immunes. C'est pour ça que j'ai choisi de l'adapter en français et d'en faire un programme pour vous accompagner pas à pas dans le renversement des processus auto-immuns. Vous y trouverez 2 questionnaires, un questionnaire de départ et d'arrivée qui permettent d'observer les symptômes avec précision, l'amélioration de vos symptômes, 8 heures de vidéos explicatives de moi-même que j'ai découpées en 12 chapitres, un petit mot de bienvenue, comment arrive-t-on à une maladie auto-immune, les micronutriments indispensables et les compléments utiles, éteindre l'auto-immunité avec la nutrition, qui est vraiment le cœur de ce programme. Et après, vous avez une phase qui est pratique, qui est la phase d'éviction, où là, tout est détaillé, toutes les listes d'aliments permis, d'aliments interdits, les listes de courses sont détaillées. Vous trouvez également dans ce chapitre 50 recettes classées par repas. Puis toute la suite du programme est dirigée vers le mode de vie, le sommeil, le sport, la sédentarité, la traque des polluants environnementaux dans notre quotidien. Il y aura aussi un petit point sur la candidose chronique parce qu'elle est souvent associée dans les maladies auto-immunes. Et enfin, la phase numéro 2 qui est la phase de réintroduction, puisque comme je le disais à l'instant, il n'est pas question de se passer toute sa vie de ces catégories d'aliments. Bien évidemment, l'objectif c'est d'avoir l'alimentation la plus diversifiée possible, mais il faut qu'elle soit individualisée, qu'elle corresponde parfaitement à vos besoins et à qui vous êtes. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est réintégrer les aliments un par un, par catégorie, pour voir, pour observer vos réactions. Je me suis appliqué ce protocole à moi-même il y a quelques années parce que je souffrais de la thyroïdite de Hashimoto et ça m'a permis de réduire mes auto-anticorps à néant et de retrouver une vraie qualité de vie. Au moment où je poste cette vidéo, c'est-à-dire en février 2024, le programme devrait être prêt d'ici 1 ou 2 semaines. Pour ne pas rater l'offre de lancement, je vous invite à télécharger le petit contenu gratuit qui se trouve dans la description de cette vidéo qui s'appelle les 4 piliers pour soutenir son système immunitaire. De cette manière, vous ferez partie de ma liste d'abonnés et vous aurez toutes les infos. Pour terminer cette vidéo, je voulais aussi faire un petit point sur les micronutriments, sur l'importance des micronutriments dans le syndrome de Gougerot et plus généralement dans les maladies auto-immunes. Les micronutriments, ce sont tout simplement les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, tous ces petits éléments minuscules dont notre organisme a besoin. On sait que la carence de certains d'entre eux va totalement déréguler notre système immunitaire. C'est le cas de la vitamine D, de la vitamine C, des oméga 3, du fer, de l'iode, du magnésium, du zinc, de la B12, de l'acide alpha-lipoïque
de la coenzyme Q10 ou encore du sélénium. L'idéal, si vous en avez l'occasion, c'est évidemment de faire réaliser un dosage biologique pour savoir exactement où vous en êtes. Pour certains de ces micronutriments, c'est indispensable, par exemple pour le fer ou le sélénium, parce que tous deux présentent un risque de surdosage. Dans les maladies auto-immunes, il ne faut pas se contenter d'être en bas de la norme. Je pense par exemple à la vitamine D. Le bas de la norme, c'est 30 nanogrammes par millilitre. Le haut étant 60 nanogrammes par millilitre. Il faut toujours viser le haut de la norme. S'il s'avère que vous avez besoin de vous complémenter, je vous propose dans la description un trio de choc pour le syndrome de Gougerot et pour les maladies auto-immunes. Le Cell Protect contient quasiment tout ce que l'on vient de citer, accompagné par un oméga 3 puissant et une vitamine D bien dosée, c'est idéal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que tout était clair. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire ou à me poser vos questions, j'y réponds toujours avec plaisir. Et bien sûr, si vous avez aimé ce que je vous propose, pensez à mettre un petit like pour me soutenir et m'encourager à continuer. Et pour ceux qui par mégarde ne seraient pas encore abonnés, je vous invite chaleureusement à le faire. Et moi je vous dis à très vite.